Bienvenue, cher auditeur, au voyage de ce soir à travers l'un des mystères les plus curieux de l'univers. Alors que vous vous installez dans votre espace, laissez-vous sombrer plus profondément dans le confort à chaque instant qui passe. Sentez le poids de votre corps contre la surface sous vous. Remarquez comment votre respiration ralentit naturellement, devenant plus douce, plus paisible. Ce soir, nous explorons une question qui semble presque impossible. Quelle est l'odeur de l'espace? Laissez vos yeux se fermer doucement s'ils ne le sont pas déjà. Sentez l'obscurité derrière vos paupières, douce et accueillante comme l'immensité de l'espace lui-même. À chaque respiration, laissez toute tension s'éloigner, se dissolvant comme de la poussière d'étoiles dispersée à travers le cosmos. L'histoire de ce soir vous transportera doucement à travers la science de l'odorat dans le vide, où aucun air n'existe pour transporter des molécules vers un nez. Et pourtant, paradoxalement, l'espace possède un arôme que chaque astronaute qui s'est aventuré au-delà de notre atmosphère se souvient avec une clarté vive. Inspirez lentement. Retenez un instant. Et expirez. Le paradoxe de l'odorat dans le vide. Imaginez, si vous voulez, flottant dans l'obscurité silencieuse au-dessus de notre planète. Vous êtes enfermé dans une combinaison, séparé du vide, de l'espace, par des couches de tissus et de technologies spécialement conçues. Autour de vous, les étoiles brillent avec une intensité jamais vue depuis la surface de la Terre, non filtrée par l'atmosphère. Le soleil flamboie d'une lumière dure. Et là, en dessous de vous, se courbe la belle bille bleue de notre monde natal. Dans cet environnement, il ne devrait y avoir aucune odeur. Le vide de l'espace contient si peu de molécules que l'odorat, tel que nous le comprenons, ne peut exister. L'odorat nécessite que des molécules voyagent à travers l'air, atteignent les récepteurs olfactifs dans nos nez, déclenchent les voies neuronales qui créent la sensation que nous appelons parfum. Dans le vide, ce processus est impossible. L'espace est silencieux, sans air et théoriquement sans arôme. Pourtant, chaque astronaute qui a effectué une sortie spatiale et est retourné à son vaisseau spatial raconte la même histoire curieuse. Après la repressurisation du sas, après avoir retiré leur casque dans la sécurité de la cabine, ils sont immédiatement frappés par une odeur distinctive et puissante. Elle s'accroche à leur combinaison, leurs gants, leur équipement. Le parfum est inattendu, inconnu, et pourtant, d'une certaine manière, évocateur d'expériences terrestres. Laissez votre respiration s'approfondir maintenant, correspondant au rythme des vagues sur une rive lointaine, lente et éternelle. Don Petty, un astronaute de la NASA qui a passé du temps à bord de la Station spatiale internationale, a décrit cet arôme mystérieux avec une éloquence particulière. Après avoir terminé des sorties spatiales, il remarquait l'odeur immédiatement en retirant son casque. Dans ses propres mots, capturés dans un article de blog de la NASA, il l'a qualifié de métallique, une sensation métallique sucrée agréable. Cela lui rappelait ses étés universitaires, lorsqu'il travaillait avec un chalumeau de soudage à l'arc, réparant de l'équipement lourd pour une entreprise forestière. Le parfum lui rappelait ces fumées de soudage agréables et doucement parfumées. C'est, dit Petty, l'odeur de l'espace. D'autres astronautes ont offert leur propre description, chacune légèrement différente, mais partageant des fils communs. Thomas Jones, qui a volé sur plusieurs missions de navette, a comparé l'odeur à l'ozone, avec une qualité âcre légère. Tony Antonelli a remarqué que l'espace a définitivement une odeur différente de tout le reste. Kevin Ford, parlant depuis l'orbite, a dit que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant, mais n'oublierait jamais. Les descriptions s'accumulent comme des observations dans un journal scientifique. Métal brûlant, poudre à canon épuisé, steak grillé, métal chaud, biscuits aux amandes brûlées, même noix et plaquettes de frein. Ces récits présentent une énigme fascinante.
Comment quelque chose sans air, sans le médium nécessaire pour l'odorat, peut-il produire une expérience olfactive si puissante et cohérente? La réponse ne réside pas dans l'espace lui-même, mais dans ce qui se passe lorsque l'espace rencontre l'atmosphère d'un vaisseau spatial, lorsque les conditions moléculaires du vide interagissent avec l'air riche en oxygène et rempli d'humidité que les astronautes respirent. Sentez vos muscles se ramollir maintenant, chaque fibre relâchant sa prise, se rendant à l'attraction douce de la gravité. La danse de l'oxygène atomique. Pour comprendre l'odeur de l'espace, nous devons d'abord comprendre l'environnement dans lequel la Station spatiale internationale orbite. À une altitude d'environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre, la station existe dans ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. Ici, l'atmosphère n'est pas complètement absente. Des traces d'air extrêmement minces persistent, dominées par une forme particulièrement réactive d'oxygène. À la surface de la Terre, l'oxygène existe typiquement sous forme d'O2, une molécule composée de 2 atomes d'oxygène liés ensemble. C'est l'oxygène que nous respirons, stable et vital. Mais à l'altitude où les vaisseaux spatiaux orbitent, quelque chose de différent se produit. Le rayonnement ultraviolet du Soleil, non filtré par les couches protectrices de l'atmosphère inférieure, frappe ces molécules d'oxygène avec une énergie énorme. Cette lumière ultraviolette, particulièrement les longueurs d'onde inférieures à 243 nanomètres, porte assez d'énergie pour briser les liaisons chimiques maintenant ensemble les molécules d'O2. Le résultat est l'oxygène atomique, des atomes d'oxygène uniques flottant librement, chacun hautement réactif et désireux de se lier avec ce qu'il rencontre. Ces atomes, désignés O plutôt que O2, sont les espèces les plus abondantes dans la thermosphère terrestre à des altitudes entre 180 et 700 km. Laissez votre mâchoire se détendre maintenant, relâchant toute tension que vous pourriez y tenir. Sentez la douceur se répandre à travers votre visage, votre cou, vos épaules. L'oxygène atomique se comporte très différemment de l'oxygène moléculaire que nous respirons. Chaque atome a ce que les scientifiques appellent une liaison insatisfaite, une pulsion puissante pour se connecter avec d'autres atomes ou molécules. Lorsque la Station spatiale internationale, voyageant à environ 7,8 km par seconde, traverse cette atmosphère ténue, ces atomes d'oxygène réactif entrent en collision avec les surfaces extérieures de la station. Ils frappent avec une énergie d'environ 5 électronvolts, suffisante pour initier des réactions chimiques. La surface d'une combinaison spatiale devient un paysage réactif pendant une sortie spatiale. Les atomes d'oxygène atomique adhèrent aux tissus, aux matériaux des outils et de l'équipement, à chaque surface exposée à l'environnement spatial. Ces atomes attendent, suspendus dans leur état réactif, incapables de compléter les processus chimiques qui se produiraient normalement en millisecondes dans l'atmosphère terrestre. Le vide empêche le type d'interaction qui neutraliserait ces liaisons pendantes. Puis vient le moment du retour. L'astronaute entre dans le sas. La chambre commence à se repressuriser. Soudainement, l'oxygène atomique accroché à la combinaison spatiale rencontre l'oxygène moléculaire ordinaire, O2, affluent de l'atmosphère du vaisseau spatial. Les 2 formes d'oxygène se combinent dans une réaction à la fois simple et profonde. O plus O2 devient O3. O3 est l'ozone, une molécule avec un parfum caractéristique vif et âcre. C'est la même molécule qui protège la Terre du rayonnement ultraviolet nocif dans la stratosphère. À plus petite échelle, c'est l'odeur que vous détectez après que la foudre frappe, lorsque l'énergie électrique divise les molécules d'oxygène et leur permet de se recombiner en ozone. C'est une odeur propre, métallique, avec une qualité qui semble couper à travers l'air. Ce processus, l'oxydation des surfaces en présence d'oxygène atomique suivi de la formation d'ozone pendant la repressurisation,
explique une partie de l'odeur distinctive que les astronautes rapportent. Les notes métalliques et âcres, la comparaison aux phénomènes électriques et aux opérations de soudage s'alignent parfaitement avec la formation d'ozone et l'oxydation des matériaux. Laissez-vous dériver plus profondément maintenant comme un vaisseau spatial en orbite stable, paisible et suspendu. Les effets de l'oxygène atomique s'étendent au-delà de la simple odeur. Cette espèce hautement réactive pose des défis significatifs pour l'ingénierie spatiale. Les matériaux exposés à l'érosion par oxygène atomique peuvent se dégrader substantiellement au fil du temps. Les polymères, en particulier, souffrent de cette exposition. Le kapton, un matériau polyimide couramment utilisé dans la construction de vaisseaux spatiaux, subit une récession de surface mesurable lorsqu'il est exposé au flux d'oxygène atomique en orbite terrestre basse. Les revêtements de carbone et certaines peintures subissent une dégradation similaire. Le mécanisme est simple mais implacable. Chaque collision d'oxygène atomique peut briser des liaisons chimiques à la surface du matériau. Si l'oxyde résultant est volatile, ce qui signifie qu'il peut s'évaporer ou s'écailler, le matériau s'érode littéralement, atome par atome. Le taux de cette érosion dépend de multiples facteurs. L'altitude du vaisseau spatial, son orientation par rapport à sa direction de déplacement, l'intensité de l'activité solaire et la réactivité inhérente des matériaux exposés. Pour les matériaux où l'oxyde reste stable et adhère à la surface, une couche protectrice peut se former, inhibant l'oxydation ultérieure. Mais pour de nombreux matériaux spatiaux communs, l'environnement d'oxygène atomique représente une menace continue. Au cours des mois et des années en orbite, cette érosion peut changer les propriétés optiques, affecter les caractéristiques thermiques et compromettre l'intégrité mécanique. L'odeur même que les astronautes remarquent après les sorties spatiales est un sous-produit des processus chimiques que les ingénieurs spatiaux doivent gérer soigneusement. Cette compréhension a émergé progressivement au cours des premières décennies du vol spatial. Les missions de la navette spatiale, en particulier les vols 5 et 8, ont fourni les premières preuves claires des effets de l'oxygène atomique. Les scientifiques étudiant les matériaux retournés ont trouvé des changements inattendus dans la masse et les propriétés de surface. Le mouvement orbital à travers l'oxygène atomique atmosphérique, combiné à l'énergie de collision, avait généré un flux suffisant pour altérer même des matériaux aérospatiaux soigneusement sélectionnés. Respirez lentement maintenant, sentant l'air se déplacer doucement à l'intérieur et à l'extérieur, ne nécessitant aucun effort, se produisant simplement. L'explication de l'oxygène atomique explique une grande partie du caractère métallique et semblable à l'ozone de l'espace. Mais elle n'explique pas tout. Les astronautes décrivent des ANA, également des notes de viande brûlée, de steak grillé, d'aliments carbonisés. Ces descriptions pointent vers une histoire. Histoire chimique différente, une qui relie l'orbite terrestre aux confins les plus éloignés du cosmos, aux affres de la mort d'anciennes étoiles et à la formation de nouveaux mondes. La contribution cosmique. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Profondément dans l'espace, loin des planètes et de l'étreinte protectrice des atmosphères, une chimie différente se déploie. Les étoiles, ces immenses réacteurs de fusion brûlant leur carburant nucléaire, atteignent finalement la fin de leur cycle de vie. Lorsqu'une étoile meurt, particulièrement dans l'effondrement et l'explosion spectaculaire connue sous le nom de supernova, elle libère une énergie énorme et éjecte de vastes quantités de matériel dans le milieu interstellaire. Ces affres de mort stellaire créent des conditions de température et de pression extrêmes. Les atomes de carbone, libérés de l'intérieur de l'étoile, commencent à se lier ensemble de manière complexe. Des anneaux de benzène se forment, structure de 6 atomes de carbone, disposés en hexagones stables. Ces anneaux se joignent ensuite pour créer des molécules plus grandes, structure d'anneaux de benzène fusionnés, disposés en diverses configurations.
Les scientifiques appellent ces molécules hydrocarbures aromatiques polycycliques, souvent abrégés en HAP. Laissez le poids de vos membres augmenter maintenant, devenant plus lourd, plus détendu, s'enfonçant plus profondément dans le repos. Les HAP ne sont pas uniques à l'espace. Sur Terre, ils se forment par combustion incomplète de matériaux organiques. Lorsque vous grillez de la nourriture et voyez des marques de carbonisation, lorsque le bois brûle et laisse de la suie, lorsque les combustibles fossiles brûlent dans les moteurs, les HAP émergent comme sous-produits. Ils se trouvent dans le charbon et le pétrole. Ils sont présents dans la saveur fumée de la viande grillée et la croûte noircie du pain grillé. Leur structure, ces anneaux aromatiques fusionnés, créent une odeur caractéristique, légèrement sucrée mais brûlée, évoquant le charbon de bois et le carbone. Mais le fait vraiment remarquable est celui-ci. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques peuvent représenter jusqu'à 20 à 30% de tout le carbone dans l'univers. Ils ne sont pas simplement des polluants terrestres ou des sous-produits de cuisson. Ils sont des constituants fondamentaux du cosmos, présents dans les nuages interstellaires, entourant les étoiles, intégrés dans les météorites, flottant à travers l'espace entre les galaxies. Ils sont, assez littéralement, de la poussière d'étoiles. Lorsque des chercheurs du MIT ont détecté 2 HAP distinctifs dans le nuage moléculaire du Taureau, une région de l'espace qui n'a pas encore commencé à former des étoiles, ils ont trouvé ces molécules dans un environnement avec une température à peine 10 degrés au-dessus du zéro absolu. Cette découverte a remis en question les hypothèses précédentes selon lesquelles les HAP se formaient efficacement uniquement à des températures élevées. Elle a suggéré plutôt que ces molécules peuvent s'assembler même dans les conditions froides et rares de l'espace interstellaire, par des processus pas encore complètement compris. Les implications s'étendent bien au-delà de la chimie. Le carbone joue un rôle crucial dans la formation planétaire. Les HAP, alors qu'ils dérivent à travers l'espace et s'accumulent dans les disques protoplanétaires, peuvent représenter certaines des premières molécules complexes à base de carbone présentes pendant la formation d'un système solaire. Lorsque ces molécules réagissent avec d'autres espèces, elles pourraient former les graines de poussière interstellaire. Ces grains de poussière, à leur tour, deviennent les éléments constitutifs des astéroïdes, des comètes et finalement des planètes. Certains scientifiques ont même proposé l'hypothèse du monde HAP, suggérant que ces molécules ont joué un rôle clé dans l'origine de la vie sur Terre. La structure plate des HAP, avec leur espacement régulier entre les couches, correspond à l'espacement entre les nucléotides dans l'ARN et l'ADN. Bien que cela reste hautement spéculatif et non testé, cela suggère une connexion possible entre la chimie de l'espace et la chimie de la vie. Sentez votre battement de cœur maintenant, stable et calme, un rythme aussi ancien que les étoiles elles-mêmes. Pour nos besoins, comprendre l'odeur de l'espace, les HAP fournissent une pièce convaincante du puzzle. Ces molécules envahissent notre système solaire. Elles flottent librement dans l'atmosphère rare autour de l'orbite terrestre. Lorsqu'un astronaute en sortie spatiale se déplace dans cet environnement, les HAP, ainsi que l'oxygène atomique, pourraient adhérer à la surface de la combinaison spatiale. Le tissu de la combinaison, sa texture et sa composition, fournit d'innombrables surfaces où ces molécules peuvent s'accumuler. Ensuite, lorsque l'astronaute retourne au vaisseau spatial et que le sas se repressurise, ces molécules de HAP rencontrent soudainement de l'air chaud, humide et riche en oxygène. Selon ce que nous comprenons de ces composés, certains subissent probablement une oxydation, tandis que d'autres peuvent se volatiliser, libérés de la surface de la combinaison lorsque la température et la pression changent. Le résultat serait un mélange complexe de composés aromatiques entrant dans l'atmosphère de la cabine, portant avec eux le parfum de matière organique carbonisée, de steak brûlé et de viande grillée.
de composés de carbone forgés dans la mort des étoiles, est maintenant détectée par le nez d'un être humain. La combinaison semble être unique. L'ozone et les produits d'oxydation de l'oxygène atomique fournissent les notes métalliques et âcres, semblables à la poudre à canon. Les HAP contribuent probablement au caractère brûlé, carbonisé, légèrement sucré que les astronautes décrivent comme ressemblant à de la viande cuite ou à de la poudre à canon épuisée après avoir fini de brûler. Ensemble, ces processus chimiques créent l'odeur distinctive et inoubliable de l'espace. Un arôme qui n'existe nulle part sur Terre dans cette même combinaison. Les scientifiques de la NASA ont reconnu l'importance de familiariser les astronautes avec cette odeur avant leur première sortie spatiale. En 2008, l'agence a commandé à Steve Pierce, un chimiste et fondateur d'Omega Ingrédients, de recréer le parfum de l'espace. Pierce avait précédemment travaillé sur une installation artistique appelée « Odeur impossible », pour laquelle il avait recréé le parfum intérieur de la station spatiale Mir. Une tâche considérablement moins plaisante impliquant les arômes de sueur, de dissolvants pour vernis à ongles et d'essence. Laissez vos pensées dériver maintenant, devenant plus douces, moins définies, comme des nuages se dissolvant dans une brise douce. Créer l'odeur de l'espace s'est avéré difficile mais fascinant. Pierce a étudié des transcriptions d'entretiens d'astronautes, notant les descriptions cohérentes: ozone, métal chaud, steak frit, poudre à canon. Utilisant sa connaissance de la chimie des arômes et des saveurs, il a sélectionné des combinaisons de composés aromatiques qui produiraient ces sensations. L'objectif n'était pas de créer un parfum portable, mais une simulation précise, un outil de formation qui éliminerait la surprise et aiderait les astronautes à se concentrer sur leurs tâches plutôt que d'être distraits par des expériences sensorielles inattendues. Le parfum résultant, qui est devenu plus tard disponible au public par une campagne Kickstarter sous le nom de Eau de Space, a capturé quelque chose de cet arôme cosmique unique. Les descriptions suggéraient qu'il était en effet difficile à porter comme un parfum conventionnel. Mais il évoquait avec succès l'étrange combinaison de notes brûlées, métalliques et légèrement sucrées qui caractérisent l'odeur de l'espace. Cet effort pour recréer les parfums cosmiques s'est étendu à d'autres environnements également. Pierce a également développé un parfum pour la Lune, basé sur les descriptions des astronautes d'Apollo. La surface lunaire, comme nous le verrons, présente ses propres mystères olfactifs, distincts mais liés à l'odeur de l'espace autour de la Terre. La poudre à canon, épuisée de la Lune. Les missions. Apollo, ces voyages extraordinaires qui ont placé 12 êtres humains sur la surface lunaire entre 1969 et 1972, ont fourni à l'humanité sa première opportunité d'expérimenter directement un monde alien. Les astronautes ont marché, bondi et parfois basculé à travers le paysage gris. Ils ont planté des drapeaux, collecté des échantillons de roches, installé des instruments scientifiques et pris des photographies qui inspireraient des générations. Ils ont également remarqué quelque chose d'inattendu à propos de la poussière lunaire, cette fine poudre grise couvrant la surface de la Lune. Elle avait une odeur puissante et distinctive. Laissez votre respiration s'approfondir à nouveau, chaque inhalation apportant le calme, chaque expiration libérant la tension. Gene Cernan, le dernier humain à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 17 en décembre 1972, a fait son observation dès qu'il a retiré son casque à l'intérieur du module lunaire. Il a remarqué que cela sentait comme si quelqu'un venait de tirer une carabine dans l'espace clos. La comparaison à la poudre à canon épuisée était immédiate et vive. Charlie Duke, pilote du module lunaire pour Apollo 16, a eu une expérience similaire. Après être revenu d'une marche lunaire en avril 1972, il a commenté au contrôle au sol que la poussière lunaire
sentait la poudre à canon, la décrivant comme une odeur vraiment forte. Harrison Jack Schmitt, géologue et le seul scientifique à marcher sur la Lune, a acquiescé. En revenant de sa propre marche lunaire, lors d'Apollo 17, il a dit à son coéquipier que la poussière sentait la poudre à canon, exactement comme les autres astronautes l'avaient dit. Buzz Aldrin, la deuxième personne à marcher sur la surface lunaire lors de la mission historique Apollo 11, a décrit le parfum dans ses mémoires comme une odeur métallique piquante, quelque chose comme de la poudre à canon ou l'odeur dans l'air après qu'un pétard a explosé. Dans des entretiens ultérieurs, il a développé cela, le comparant au charbon de bois brûlé ou aux cendres dans une cheminée, surtout si vous saupoudrez un peu d'eau dessus. La cohérence de ces descriptions est frappante. 12 personnes ont marché sur la Lune à travers 6 missions Apollo. Toutes ont rapporté le même parfum de base, poudre à canon épuisée, avec des notes métalliques et semblables au charbon de bois. Pourtant, la composition de la poussière lunaire ne porte aucune ressemblance chimique avec la poudre à canon. Sentez l'obscurité autour de vous maintenant, accueillante et sûre, comme l'obscurité de l'espace elle-même, mais chaude et réconfortante. La poudre à canon moderne, la variété sans fumée utilisée dans les armes à feu contemporaines, consiste principalement en nitrocellulose et nitroglycérine, molécules organiques complexes contenant de l'azote, du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans des arrangements spécifiques. Le sol lunaire, en revanche, ne contient aucun de ces composés. Le régolithe de la Lune, la couche de matériaux rocheux meubles couvrant sa surface, est environ 43% d'oxygène, lié dans des minéraux tels que le dioxyde de silicium, diverses formes de verre créées par des impacts de météorites sur des milliards d'années. Il contient du fer, du calcium, du magnésium, de l'aluminium et du titane sous diverses formes minérales incluant l'olivine, le pyroxène et le feldspathe plagioclase. Cette différence compositionnelle rend la comparaison avec la poudre à canon encore plus déroutante. Si la poussière lunaire et la poudre à canon ne partagent aucune chimie commune, pourquoi s'entendent-elles de la même manière? La réponse, comme l'odeur de l'espace elle-même, réside dans la compréhension de ce qui se passe lorsque des matériaux d'un environnement sans air rencontrent soudainement l'atmosphère chaude et humide d'un vaisseau spatial. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer le phénomène. Don Petty, le même astronaute qui a décrit le parfum métallique de fumée de soudage de l'espace, a suggéré ce qu'il a appelé l'effet pluie du désert. La Lune, a-t-il noté, est essentiellement un désert vieux de 4 milliards d'années. Lorsque la poussière lunaire, qui est restée dans le vide de l'espace en accumulant des particules chargées du vent solaire, rencontre soudainement de l'air humide dans un module lunaire, elle pourrait libérer des molécules qui ont été piégées dans le sol sec pendant potentiellement des éons. Ce serait analogue à l'odeur qui se produit lorsque la pluie tombe pour la première fois sur un désert longtemps sec, lorsque des composés organiques et des minéraux libèrent des molécules volatiles en réponse à l'humidité. Larry Taylor, directeur de l'Institut de géosciences planétaires à l'Université du Tennessee, a offert une explication liée mais distincte, se concentrant sur la structure atomique du sol lunaire lui-même. Sur Terre, les liaisons chimiques entre les atomes sont continuellement satisfaites par des réactions avec l'oxygène atmosphérique et l'humidité. Mais sur la surface de la Lune, l'absence d'atmosphère signifie que les grains minéraux fracturés par des impacts de météorites peuvent maintenir ce que les scientifiques appellent des liaisons pendantes, valence insatisfaite, où les atomes à la surface manquent de leur complément habituel de partenaires de liaison. Laissez vos yeux rester fermés, vos paupières devenant plus lourdes, plus détendues, comme si elles étaient alourdies par de la poussière lunaire. Parce que le sol lunaire est environ 43% d'oxygène,
La plupart de ces liaisons pendantes impliqueraient des atomes d'oxygène à la surface des grains minéraux. Ces sites hautement réactifs pourraient persister dans le vide, incapables de trouver des partenaires avec lesquels former des liaisons stables. Lorsque les astronautes retournent au module lunaire et que la cabine se repressurise, Taylor suggère que ces sites d'oxygène réactifs satisfont immédiatement leur liaison en réagissant. Avec l'oxygène et l'humidité dans l'air ou avec les membranes humides à l'intérieur des nez des astronautes. Cette réaction chimique rapide, essentiellement une forme d'oxydation se produisant au niveau moléculaire, pourrait produire la sensation brûlée et métallique que les astronautes ont interprétée comme de la poudre à canon. Jack Schmitt a connu une réaction exceptionnellement forte à la poussière lunaire. Peu après avoir retiré son casque après sa première marche lunaire, il a développé ce qu'il a appelé le rhume des foins lunaires. Ses voies nasales sont devenues congestionnées et le contrôle au sol pouvait entendre la congestion dans sa voix pendant les communications. Les plaques cartilagineuses dans ses chambres nasales, les cornets, sont devenues enflées en réponse à l'exposition. Bien que le mécanisme exact ne soit pas entièrement compris, cette réaction de type allergique résultait probablement de la finesse extrême et de la réactivité des particules de poussière lunaire. Leur surface déchiquetée causant une irritation mécanique, tandis que leur réactivité chimique peut avoir déclenché une réponse inflammatoire. La texture de la poussière lunaire contribue à ses propriétés mystérieuses. Contrairement au sol terrestre, qui a été érodé par le vent, l'eau et les processus biologiques en particules relativement lisses, la poussière lunaire consiste en fragments brisés de roches et de verre. Des milliards d'années de bombardements météoritiques ont fracturé la surface de la Lune encore et encore, créant des particules avec des bords tranchants et déchiquetés. Ces particules sont si abrasives qu'elles ont endommagé les joints sur certains des conteneurs sous vide utilisés pour transporter des roches lunaires vers la Terre, permettant à l'oxygène et à la vapeur d'eau de contaminer les échantillons pendant le voyage de retour de 3 jours. Cette contamination explique un autre fait curieux. Les roches lunaires stockées au laboratoire d'échantillons lunaires à Houston ne sentent pas la poudre à canon. Les scientifiques qui ont manipulé ces échantillons, qui ont reniflé les roches et l'air autour d'eux, ne détectent aucune odeur inhabituelle. Les sites réactifs sur les particules de poussière lunaire ont été satisfaits il y a longtemps, pendant le voyage de retour ou peu après l'arrivée sur Terre. Les processus chimiques qui ont créé l'odeur ne se sont produits qu'une seule fois, dans ces premiers moments où l'ancien sol lunaire sans air a rencontré l'air chaud, riche en oxygène et chargé d'humidité des modules lunaires. Sentez votre corps devenir un avec la surface sous vous, les frontières se dissolvant, fusionnant dans l'immobilité confortable. Les astronautes ne pouvaient pas brosser toute la poussière lunaire de leur combinaison avant de rentrer dans les modules. Malgré des procédures soigneuses, malgré s'être aidés mutuellement à retirer autant de poussière que possible dans l'environnement sans air à l'extérieur, la nature collante du matériau signifiait que des quantités substantielles entraient à l'intérieur. La poussière s'accrochait aux tissus, aux surfaces métalliques, à la texture des gants et aux semelles des bottes. Une fois à l'intérieur, dans l'atmosphère du module, elle devenait aéroportée, flottant dans la gravité réduite, se déposant sur les surfaces, entrant dans les narines et les gorges des astronautes. Cette exposition intime à une substance alien, à un sol qui n'avait jamais rencontré d'eau liquide ou d'oxygène atmosphérique, à des particules qui avaient été exposées au vent solaire pendant des milliards d'années, a créé des expériences sensorielles différentes de tout ce que les astronautes avaient rencontré sur Terre. L'odeur en faisait partie, mais aussi le goût. Certains astronautes ont rapporté que la poussière lunaire avait un goût distinct, légèrement métallique, légèrement brûlé. La texture était également notable, plus fine que le talc le plus fin de la Terre, mais d'une certaine manière plus collante, plus envahissante. L'odeur de la Lune représente un moment unique dans l'histoire de ces particules.
Pendant des milliards d'années, elles sont restées sur la surface lunaire, accumulant des dommages de la radiation cosmique, des particules de vent solaire, de l'impact météoritique occasionnel. Ensuite, pendant quelques heures ou jours brefs, elles ont rencontré la chimie complexe d'un environnement habité par des humains avant d'être scellées ou transportées vers la Terre, où elles sont devenues des spécimens géologiques inertes. Aucun humain n'a visité la Lune depuis décembre 1972. La surface lunaire a continué son existence patiente, accumulant plus de particules de vent solaire, plus d'impacts de micrométéorites, plus de dommages de radiation cosmique. Si et quand les astronautes reviennent, comme la NASA le prévoit à travers le programme Artemis, ils expérimenteront probablement cette même odeur distinctive, cette même réaction entre l'ancien sol lunaire et l'atmosphère moderne de leur vaisseau spatial. Trouver l'espace sur Terre. Bien que l'odeur authentique de l'espace et de la Lune ne puisse être expérimentée que par ceux qui s'aventurent au-delà de notre atmosphère, certaines expériences terrestres fournissent des indices et des échos de ces arômes cosmiques. Comprendre où et quand ces parfums apparaissent nous aide à apprécier l'universalité des processus chimiques, la façon dont des réactions similaires peuvent se produire, que ce soit dans un sas de vaisseau spatial ou un atelier sur Terre. Laissez votre esprit vagabonder doucement maintenant, dérivant à travers ces expériences terrestres, chacune une fenêtre sur la chimie cosmique. Le soudage à l'arc, le processus que Don Pettit a spécifiquement mentionné en décrivant le parfum de l'espace, crée des conditions remarquablement similaires à l'environnement d'oxygène atomique de l'orbite terrestre basse. Lorsqu'un arc électrique passe entre une électrode et des surfaces métalliques, des températures dépassant 3000 degrés Celsius vaporisent le métal. L'air environnant se décompose lorsque les électrons coulent, divisant les molécules d'oxygène en oxygène atomique. Ces atomes réagissent immédiatement avec le métal vaporisé et entre eux, créant des oxydes métalliques et de l'ozone. L'odeur distinctive des opérations de soudage, ce parfum métallique sucré avec des notes âcres, reflète étroitement l'arôme que les astronautes rapportent de l'espace. La foudre produit des effets similaires à grande échelle. Un éclair de foudre chauffe l'air sur son chemin à environ 30 000 degrés Celsius, environ 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Cette énergie extrême brise les molécules d'azote et d'oxygène. Lorsque ces atomes se recombinent, ils forment divers oxydes d'azote avec des quantités substantielles d'ozone. L'odeur fraîche et propre après un orage, cette netteté particulière dans l'air provient largement de la production d'ozone. Si vous vous êtes déjà tenu près d'une frappe de foudre, l'intensité de cette odeur fournit une forte indication de ce que les astronautes en sortie spatiale expérimentent. Les moteurs électriques et les transformateurs, particulièrement les conceptions plus anciennes sans isolation sophistiquée, peuvent produire de l'ozone comme sous-produit de leur fonctionnement. Les étincelles ou les arcs qui se produisent, parfois dans ces appareils, divisent les molécules d'oxygène, tout comme le rayonnement ultraviolet solaire le fait dans l'espace. L'odeur métallique et électrique qui se développe autour de tel équipement fait écho à un composant de l'arôme complexe de l'espace. Les grilles au charbon et les barbecues, lors de la combustion de bois ou de charbon à des températures élevées, créent des HAP par combustion incomplète. La fumée transporte ces molécules avec d'autres produits de combustion, créant le parfum caractéristique des aliments grillés. L'odeur légèrement sucrée et carbonisée, la façon dont la fumée d'un feu de bois porte cet arôme particulier de carbone, se rapporte directement aux composants HAP de l'odeur de l'espace. Lorsque la viande ou d'autres aliments développent des marques de carbonisation à partir de chaleur élevée, des HAP se forment dans ces surfaces noircies, créant à la fois l'odeur et les saveurs complexes que nous associons aux grillades. Sentez-vous vous enfoncer plus profondément encore, comme vous installant dans de la douce poussière cosmique, en sécurité et paisible. Le pain grillé brûlé
une autre source commune de HAP, démontre à quelle vitesse ces molécules se forment lorsque la matière organique est chauffée au-delà du point de cuisson normal. L'odeur âcre et amère du pain grillé, qui a été laissé trop longtemps dans le grille-pain, provient en partie de la formation de HAP. Bien que personne ne considérerait cela comme un parfum agréable, cela fournit un autre point de données pour comprendre pourquoi les astronautes pourraient comparer l'odeur de l'espace à diverses substances brûlées ou carbonisées. La poudre à canon, que ce soit la poudre noire des armes à feu historiques ou la poudre sans fumée des munitions modernes, produit un mélange complexe lorsqu'elle brûle. La poudre noire, un mélange de soufre, de charbon de bois et de nitrate de potassium, crée des gaz contenant du soufre avec des composés de carbone lorsqu'elle s'enflamme. La poudre sans fumée, basée sur la nitrocellulose et la nitroglycérine, produit des oxydes d'azote et divers composés de carbone. L'après-coup du tir d'une arme à feu laisse une odeur distinctive, vive et âcre avec des notes brûlées. Bien que la chimie diffère de ce qui se produit dans l'espace, le résultat sensoriel porte suffisamment de similitudes que presque tous les astronautes qui ont discuté de l'odeur de l'espace ont fait cette comparaison. Le système de freinage des trains ou des véhicules lourds, particulièrement lorsque les freins sont appliqués fortement et deviennent extrêmement chauds, crée des odeurs métalliques alors que le matériel de friction interagit avec des surfaces métalliques à des températures élevées. Cette odeur a occasionnellement été comparée à l'arôme de l'espace, une autre manifestation de comment le métal chaud et les processus d'oxydation produisent des odeurs caractéristiques. Même certains produits de nettoyage et désinfectants peuvent évoquer des aspects de l'odeur de l'espace. De nombreux désinfectants fonctionnent par oxydation, utilisant des composés qui libèrent de l'oxygène pour détruire les micro-organismes. L'eau de Javel, le peroxyde d'hydrogène et les nettoyants à base d'ozone produisent tous des odeurs vives, propres, légèrement âcres liées à leurs propriétés oxydantes. Bien que ces parfums manquent les notes brûlées dérivées des HAP de l'espace, ils capturent quelque chose du composant ozone. Cette qualité fraîche, légèrement dure, chargée électriquement. Steve Pearce, dans son travail de création du parfum de l'espace, s'est appuyé sur tous ces points de référence. Sa recréation a combiné des matériaux qui produiraient les notes d'ozone et métalliques avec des substances qui fourniraient le caractère brûlé, légèrement sucré, semblable au HAP. Le défi résidait dans l'équilibrage de ces éléments pour créer quelque chose qui correspondrait aux descriptions des astronautes sans être impossible à porter ou écrasant. Laissez votre respiration devenir si douce maintenant, si douce que vous la remarquez à peine, comme le faible murmure du vent solaire. La dimension philosophique de ces parfums cosmiques mérite également considération. L'odorat, plus que tout autre sens, se connecte directement à la mémoire et à l'émotion. Le bulbe olfactif, qui traite les informations d'odeur dans nos cerveaux, a des connexions directes à l'amygdale et à l'hippocampe, régions cérébrales impliquées dans la formation de l'émotion et de la mémoire. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent instantanément nous transporter vers des moments spécifiques de nos vies. Pourquoi le parfum d'une fleur particulière pourrait vous rappeler le jardin d'une grand-mère, ou pourquoi l'odeur d'un certain aliment peut déclencher de puissants souvenirs d'enfance. Pour les astronautes, l'odeur de l'espace devient indéléblement liée à l'une des expériences les plus profondes qu'un humain puisse avoir. Quitter la Terre, voir notre planète depuis l'espace, travailler dans un environnement où une combinaison mince est tout ce qui vous sépare d'une mort certaine. L'odeur ancre ces expériences dans la mémoire sensorielle. Tony Antonelli, qui a parlé dans le matériel promotionnel pour Eau de Space, a noté que rarement un jour passe sans qu'il ne pense à l'odeur de l'espace. Cela fait partie de la façon dont les astronautes traitent et se souviennent de leur temps en orbite. Cette connexion entre le parfum et la mémoire explique également pourquoi la NASA
voulait familiariser les astronautes avec l'odeur de l'espace avant leur première sortie spatiale. En éliminant la surprise, en rendant l'odeur familière plutôt qu'aliène, ils ont permis aux astronautes de se concentrer entièrement sur leurs tâches plutôt que d'être distraits par une entrée sensorielle inattendue. Dans un environnement où la concentration et la précision peuvent signifier la différence entre le succès de la mission et l'échec catastrophique. Même des détails apparemment mineurs comme l'odeur importent énormément. L'universalité de l'odeur de l'espace parmi les astronautes de différentes missions, périodes temporelles différentes et origines personnelles différentes parle également de la réalité objective des processus chimiques impliqués. Ce n'est pas une interprétation subjective ou une perception culturellement influencée. L'ozone se forme parce que l'oxygène atomique se combine avec l'oxygène moléculaire. Les HAP sont présents parce que les morses stellaires les ont distribués à travers le cosmos. L'oxydation se produit parce que des matériaux du vide rencontrent des atmosphères riches en oxygène. Ce sont des faits de chimie aussi fiables et reproductibles que toute expérience de laboratoire. Le contexte cosmique. En prenant du recul pour voir l'image plus large, l'odeur de l'espace représente un point d'intersection entre l'expérience sensorielle humaine et la chimie cosmique. Les molécules que les astronautes détectent avec leur nez ont été créées dans des processus s'étendant de la mort d'anciennes étoiles à l'interaction continue entre le rayonnement solaire et la haute atmosphère terrestre. Sentez-vous vous étendre maintenant, votre conscience s'étirant au-delà des confins de votre corps, englobant la pièce, le bâtiment, la planète. Chaque respiration que vous prenez contient des atomes qui faisaient autrefois partie d'étoiles lointaines. L'oxygène que vous inhalez a été forgé dans les cœurs de soleils massifs, puis expulsé dans l'espace lorsque ces étoiles ont atteint la fin de leur vie. Le carbone dans votre corps, le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, tous proviennent de fourneaux stellaires fonctionnant il y a des milliards d'années. Vous êtes, assez littéralement, fait de matière d'étoiles, comme l'astronome Carl Sagan l'a observé de façon célèbre. Les HAP flottant dans l'espace, ces molécules aromatiques qui contribuent à l'arôme brûlé de l'espace, représentent un autre lien dans cette chaîne cosmique. Créés dans les affres de la mort des étoiles, ils dérivent à travers la galaxie, s'accumulant dans des nuages moléculaires, s'incorporant dans des disques protoplanétaires, atterrissant finalement sur des planètes où ils peuvent contribuer à la chimie qui mène à la vie. Les AHAP détectés dans les météorites, dans les comètes, dans les atmosphères de mondes lointains, tous remontent aux mêmes processus fondamentaux. La Station spatiale internationale, cet avant-poste remarquable de présence humaine en orbite, existe à une frontière entre la Terre et l'espace. En dessous d'elle se trouve la couverture protectrice d'atmosphère qui rend la vie possible à la surface de notre planète. Au-dessus d'elle s'étend la vaste étendue du système solaire et au-delà. La station existe dans une zone de transition où l'atmosphère terrestre devient le vide, où l'oxygène moléculaire cède la place à l'oxygène atomique, où la chimie familière de notre planète rencontre les processus exotiques de l'espace. Les astronautes sur l'ISS habitent cette zone frontière. Ils respirent de l'air recyclé, boivent de l'eau récupérée de leur propre respiration et transpiration, cultivent des plantes en microgravité, conduisent en des expériences qui ne pourraient être effectuées sur Terre. Ils regardent en bas vers notre monde, le voyant dans son ensemble, témoignant de la fragilité de l'atmosphère et de la biosphère. Ils regardent en hauteur, en haut vers les étoiles sans distorsion atmosphérique, voyant l'univers avec une clarté impossible depuis le sol. Et lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur, ils entrent brièvement dans un environnement qui les tuerait en quelques secondes sans leur combinaison protectrice. Un environnement où les règles habituelles de la chimie terrestre ne s'appliquaient pas. Laissez votre conscience dériver vers l'extérieur encore plus loin, vous imaginant parmi les étoiles,
partie de la danse cosmique de la matière et de l'énergie. L'odeur qu'il rapporte représente un souvenir de cette frontière, intangible, fugace, existant seulement pendant des moments. Dans le sas se repressurisant avant que les molécules réactives trouvent des configurations stables et que le parfum se dissipe, elle fournit néanmoins un lien sensoriel vers un environnement que les humains n'ont jamais évolué pour habiter. Nos nez se sont développés pour détecter les odeurs de nourriture, de prédateurs, de feu et d'eau et des saisons changeantes. Ils se sont développés dans une atmosphère où les molécules dérivent sur les courants d'air, où la température et l'humidité modulent l'intensité du parfum. Pourtant, ces mêmes systèmes sensoriels anciens de l'évolution peuvent détecter et interpréter les signatures moléculaires de l'espace, peuvent reconnaître l'ozone et les HAP, peuvent fournir des informations utiles même dans un environnement que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Cela parle des connexions profondes entre la chimie sur Terre et la chimie dans l'espace, entre les processus qui gouvernent la matière ici et les mêmes lois fondamentales opérant dans les confins les plus éloignés du cosmos. L'exploration spatiale future transportera les humains plus loin de la Terre que nous ne nous sommes encore aventurés. Le programme Artemis vise à établir une présence soutenue sur la surface lunaire. Des plans existent pour des missions vers Mars, des voyages qui prendront des mois ou des années, exposant les astronautes aux conditions de l'espace profond pendant des périodes prolongées. Ces explorateurs rencontreront de nouvelles versions de parfums cosmiques, de nouvelles combinaisons de molécules, de nouvelles oxydations et réactions chimiques lorsque des matériaux de l'espace rencontrent les atmosphères de leurs habitats. L'odeur de Mars pourrait différer de l'odeur de l'espace près de la Terre. L'atmosphère martienne, bien que mince, contient du dioxyde de carbone plutôt que de l'oxygène comme composant principal. La poussière sur Mars, riche en oxyde de fer qui donne à la planète sa couleur rougeâtre, a sa propre chimie. Sur la base de ces différences, les astronautes revenant d'excursions sur la surface martienne peuvent en rapporter différentes odeurs, de nouvelles variations sur les thèmes du métal et de l'oxydation et de la poussière ancienne. Des destinations plus lointaines présentent d'autres possibilités. Les lunes de Jupiter et Saturne, mondes de glace et possiblement d'océans souterrains, offriraient leurs propres expériences olfactives. Les astéroïdes, ces fragments restants de la formation du système solaire, portent du matériel vierge inchangé depuis que les planètes se sont formées, incluant potentiellement des molécules organiques et des composés volatiles qui pourraient créer des odeurs distinctives lorsque rencontrés dans l'environnement contrôlé d'un vaisseau spatial. Laissez-vous revenir maintenant, doucement, facilement, ramenant votre conscience à votre corps, à ce moment, à l'état paisible de relaxation que vous avez atteint. La poésie du parfum et de l'espace. Il y a quelque chose de poétique dans le fait que l'espace est une odeur du tout. Le vide, le vacuum, le vide presque absolu qui entoure notre monde devrait être sans sens, au-delà de la portée de l'expérience humaine. Pourtant, grâce à l'ingénierie intelligente des combinaisons spatiales et des vaisseaux spatiaux, grâce au courage des astronautes désireux de s'aventurer dans ce vide, nous avons appris que même le vide laisse sa signature sur ceux qui le touchent. L'odorat, ce sens le plus intime et immédiat, devient une façon de connaître le cosmos. Pas à travers les mathématiques abstraites ou les observations de télescopes lointains, mais à travers l'expérience sensorielle directe, à travers les mêmes voies anciennes de l'évolution qui ont permis à nos ancêtres de sentir la pluie approcher ou la nourriture cuisant sur des feux. Les molécules de l'espace entrent dans les corps humains, interagissent avec les récepteurs olfactifs, génèrent des signaux neuronaux que le cerveau interprète comme parfums. L'espace, en ce moment, fait partie de l'expérience humaine d'une manière directe et viscérale. Les descriptions que les astronautes utilisent, leur comparaison aux expériences terrestres comme le soudage ou la poudre à canon ou la viande grillée, représentent des tentatives de traduire l'ineffable en langage.
Ils essaient de communiquer une expérience qu'aucun mot ne peut pleinement capturer, utilisant des métaphores et des comparaisons tirées de contextes plus communs. De cette façon, ils ressemblent aux explorateurs à travers l'histoire, décrivant de nouvelles terres, de nouvelles sensations, de nouveaux phénomènes par référence au familier. Sentez la paix profonde s'installer sur vous maintenant, comme le silence de l'espace lui-même, complet et parfait. Mais, contrairement aux explorateurs terrestres qui pourraient finalement retourner aux endroits qu'ils ont découverts, qui pourraient amener d'autres à voir et sentir et expérimenter ces mêmes lieux, les explorateurs Utsuswa de l'espace ne rapportent que des souvenirs et des descriptions. L'odeur de l'espace ne peut être mise en bouteille de manière vraiment authentique. La recréation de Steve Pearce, bien que basée sur une analyse soigneuse des rapports d'astronautes et une compréhension sophistiquée de la chimie des arômes, reste une approximation, une interprétation artistique plutôt qu'une reproduction parfaite. Cette qualité éphémère ajoute au mystère et à l'attrait. L'odeur de l'espace existe dans une zone liminale, expérimentée par seulement quelques centaines de personnes dans l'histoire humaine, durant seulement des moments avant que les processus moléculaires ne se complètent et que le parfum ne se dissipe. Elle ne peut être préservée ou archivée de la manière dont les photographies ou les échantillons de roches peuvent l'être. Elle doit être expérimentée dans le moment, ou pas du tout. Le fait que cette odeur nous connecte aux morts stellaires et à la chimie cosmique, aux processus opérant à travers des milliards d'années-lumière et des milliards d'années de temps, lui donne une résonance supplémentaire. Lorsque vous sentez l'ozone après un orage, vous détectez une molécule liée aux odeurs de l'espace. Lorsque vous sentez le charbon de bois ou la nourriture grillée, vous détectez des HAP, la même classe de molécules dérivant entre les étoiles. La chimie de l'espace n'est pas alien mais universelle, opérant selon les mêmes règles ici sur Terre que dans les galaxies les plus lointaines. Cette universalité suggère quelque chose de profond sur la nature de notre cosmos. Les lois physiques qui gouvernent la chimie sur Terre gouvernent également la chimie partout. Les mêmes éléments, les mêmes types de liaisons, les mêmes principes quantiques mécaniques opèrent indépendamment de l'emplacement. Le carbone se comporte comme du carbone, que ce soit dans un corps humain, un arbre, une météorite ou un nuage moléculaire dans la galaxie d'Andromède. La réactivité de l'oxygène, sa pulsion à former des liaisons, reste constante que ce soit dans l'atmosphère terrestre ou comme oxygène atomique en orbite basse ou enfermé dans les minéraux d'une planète lointaine. Laissez vos pensées devenir comme des volutes de nuages maintenant, insubstantiels, dérivant, se dissolvant dans l'obscurité paisible du sommeil approchant. Le nez humain, cet organe remarquable de sensation, a évolué pour détecter des molécules dans l'atmosphère terrestre, à la pression et à la température terrestre, en présence de vapeur d'ozone et du mélange complexe de gaz qui compose l'air que nous respirons. Pourtant, il peut également détecter et interpréter des molécules de l'espace, peut fournir des informations significatives sur des environnements que notre espèce n'a jamais évolué pour habiter. Cela démontre le pouvoir de la compréhension, la façon dont la connaissance et la technologie peuvent étendre nos capacités au-delà de la gamme étroite de conditions où la sélection naturelle a façonné nos corps. Nous ne pouvons survivre dans l'espace sans protection. Le vide nous tuerait en quelques secondes par de multiples mécanismes. Manque d'oxygène, traumatisme de décompression, exposition à des températures extrêmes, dommages de radiation. Pourtant, avec des combinaisons spatiales et des vaisseaux spatiaux, avec des systèmes de support vie et de la formation, nous pouvons visiter cet environnement hostile, y travailler et revenir en sécurité. Nous nous étendons dans l'espace à travers la technologie, à travers la compréhension, à travers la connaissance accumulée de la physique et de l'ingénierie et de la médecine. L'odeur de l'espace sert de rappel de nos réalisations et de nos limitations.
Nous pouvons y aller, mais nous restons fondamentalement des créatures de la Terre, dépendantes d'apporter notre atmosphère avec nous, de maintenir la gamme étroite de conditions que nos corps nécessitent. L'odeur elle-même, provenant de la transition entre l'environnement spatial et l'environnement du vaisseau spatial, marque cette frontière entre l'hostile et l'habitable, entre l'alien et le familier. Le chemin doux vers les rêves. Alors que nous concluons notre voyage à travers la chimie et la poésie de l'arôme de l'espace, laissez-vous sombrer encore plus profondément dans la paix réparatrice. Sentez votre corps lourd et détendu, confortable et en sécurité. Chaque respiration vient facilement, naturellement, ne nécessitant aucun effort ou attention. Les détails scientifiques que nous avons explorés commencent à s'estomper de la pensée consciente, ne laissant qu'un sentiment d'émerveillement et de connexion au cosmos. Laissez chaque muscle dans votre corps se ramollir complètement maintenant. Vos orteils, vos pieds, vos jambes devenant mous et lâches. Vos hanches, votre abdomen, votre poitrine libérant toute tension. Vos épaules tombant, vos bras devenant lourds, vos mains reposant paisiblement. Votre cou soutenant votre tête avec aisance. Votre mâchoire se relaxant. Votre visage devenant lisse et serein. Sentez la surface confortable sous vous, vous soutenant pleinement. Vous n'avez pas besoin de vous tenir debout ou de maintenir une position particulière. Vous pouvez simplement vous reposer, vous rendant à l'étreinte douce de la gravité. L'obscurité derrière vos paupières fermées devient un espace accueillant, un lieu de paix et de rêve potentiel. Votre respiration continue son rythme lent et régulier. Chaque inhalation apporte de l'oxygène frais, cet élément forgé dans les étoiles mourantes dans votre corps. Chaque expiration libère du dioxyde de carbone, retournant le carbone au cycle qui connecte tous les êtres vivants. Vous faites partie de ces vastes processus cosmiques, connectés à travers la chimie et la physique à l'univers lui-même. Alors que vous dérivez vers le sommeil, vous pourriez vous imaginer flottant paisiblement dans l'espace, entouré d'étoiles, tenu en sécurité dans votre vaisseau. Ou vous pourriez vous imaginer sur la surface de la Lune, regardant vers le haut vers la Terre, ce beau monde bleu suspendu dans le ciel noir. Ou peut-être vous reposez-vous simplement dans l'obscurité, content et calme, ne pensant à rien en particulier, existant dans le moment présent. Laissez votre esprit devenir calme maintenant, les pensées ralentissant et s'espaçant, comme des étoiles séparées par les vastes distances de l'espace. Toutes les préoccupations de demain, tous les souvenirs d'aujourd'hui, tout s'estompe dans l'insignifiance. Ce moment est pour le repos, pour la restauration, pour les processus récupérateurs profonds du sommeil. Sentez-vous vous enfoncer plus profondément, dériver plus loin, lâcher prise complètement. Votre corps sait comment dormir. Votre cerveau sait comment orchestrer les processus complexes de repos et de récupération. Vous devez seulement permettre que cela se produise, seulement relâcher votre emprise sur l'éveil et permettre au sommeil de venir naturellement. La chimie cosmique que nous avons explorée ce soir continue toujours. Les étoiles mourant et naissant, l'oxygène atomique se formant dans la haute atmosphère terrestre, les HAP dérivant entre les mondes. L'univers s'exprimant à travers des processus chimiques trop vastes pour comprendre. Vous faites partie de cela, fait d'éléments du cosmos, animés par la même énergie qui alimente les étoiles. Et maintenant, alors que vous vous préparez à dormir, alors que vous vous libérez dans l'obscurité réparatrice de la nuit, sachez que votre corps se réparera lui-même. Votre esprit traitera les expériences de la journée et vous vous réveillerez rafraîchi et renouvelé. Le sommeil est votre droit de naissance, aussi naturel que respirer, aussi fondamental que les processus chimiques qui ont construit l'univers. Lâchez prise maintenant. Relâchez votre emprise sur la conscience. Laissez le sommeil vous laver comme le vent solaire,
doux et irrésistible. Dérivez dans les rêves, dans l'obscurité, dans le vide paisible où le repos et la récupération se produisent au-delà de la conscience. Dormez profondément. Dormez paisiblement. Et lorsque vous vous réveillez, emportez avec vous un sentiment de connexion au cosmos, à la vaste tapisserie chimique de l'existence, à l'émerveillement simple que l'espace, ce vide impossible, sent d'une certaine manière comme la maison. Avant de vous dériver complètement, si vous avez trouvé ce voyage à travers la science de l'arôme de l'espace intéressant et apaisant, considérez prendre un moment lorsque vous vous réveillez pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous vous apportons des faits scientifiques obscurs et des connaissances fascinantes, présentées d'une manière conçue pour calmer votre esprit et vous aider à vous glisser dans un sommeil réparateur. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci, explorant les douces intersections de la science, de l'émerveillement et du repos. Mais, pour l'instant, dormez simplement. Laissez ces pensées s'estomper. Reposez-vous profondément. Récupérez pleinement. Et rêvez, peut-être, de l'odeur des étoiles. Bonne nuit, voyageurs paisibles. Que votre sommeil soit aussi profond que l'espace, aussi paisible que le vide, aussi réparateur que la chimie tranquille qui construit des mondes.